tous. Pensée locale pour agir global. Nous allons vous emmener aujourd'hui dans un univers où la chaleur est présente, comme dans cette salle. Je me présente, Sophie Dartois. J'ai fondé il y a 2 ans un projet qui s'appelle Camaï pour aller à la rencontre d'acteurs engagés pour l'environnement, qui m'a amenée à rencontrer des acteurs engagés que je vous présente ici. Nous allons aborder pendant l'heure qui nous est dédiée la thématique de faire émerger les potentiels des territoires en partant des femmes. Vaste sujet, traité sous de multiples aspects, ô combien important. Sans aborder tous les thèmes sociologiques et de développement que nous pourrions aborder, nous allons l'incarner dans un exemple concret, un exemple d'un territoire, celui du village solaire, un lieu du sud du Maroc où l'arganier, cet arbre endémique du sud du Maroc, est mis au centre pour faire émerger des potentiels, pour faire émerger des projets et pour aider les communautés, les habitants à mieux vivre en partant des femmes. Faire émerger les potentiels. Je voudrais prendre quelques instants pour redéfinir avec vous le terme de potentiel. Un potentiel, notre potentiel, c'est la capacité que nous avons toutes et tous de créer et de réaliser. Parfois, pour des raisons culturelles, familiales, d'accès à l'éducation, ce potentiel peut être restreint. Le territoire également, c'est un ensemble qui forme une unité cohérente, physique, administrative et humaine. Pour aborder cette thématique, je vais échanger avec Éric Renard, PDG d'une entreprise de cosmétiques, d'une PME française, Lumna Mouna, directrice d'une association marocaine, We Speak Citizen, Nadia Lamlili, journaliste, écrivaine et actrice de la recherche appliquée, et Gabrielle Delvigne, directrice des investissements d'un fonds, Azulis Capital, qui accompagne l'entreprise La Phocéenne depuis quelques années maintenant. Avant d'adresser quelques questions à mes interlocuteurs, je vais vous montrer une vidéo pour vous faire découvrir l'endroit où nous embarquons à présent. On ne dit pas qu'on fait tout parfaitement, mais on essaye de le faire du mieux possible. Et je crois que ce type d'opération, c'est aussi un moyen de montrer qu'on peut faire des choses bien, tout simplement, pour les femmes. Et avec, effectivement, ce travail des femmes, cette émancipation des femmes, cette instruction des enfants, c'est quand même des choses qui sont très importantes pour nous et qui sont donc porteuses de sens et porteuses de valeur. Et pour le petit Olivier, pour la Phocéenne de cosmétiques, c'est très important de faire des choses qui aient du sens. Allez, Maintenant, 2 ans après avoir installé l'atelier des savoir-faire ancestraux, cet atelier de dépulpage et de concassage où les femmes du village d'Imjaïdi travaillent maintenant, elles ont travaillé depuis 2 ans avec nous. Donc on avait mis le village solaire, donc mis en place des installations. Les 17 maisons ont été équipées de frigos, de télévisions, de points lumineux. Et là, on revient aujourd'hui pour inaugurer un centre éducatif, une première salle de classe qui permet d'accueillir les enfants de 3 à 6 ans. On a également mis une deuxième salle qui permet d'accueillir les adultes pour l'alphabétisation des populations locales. Et en fait, nous achetons toute notre huile d'argan via cette filière que nous avons créée. Et donc, le travail de ces femmes nous permet d'avoir cette huile d'argan de qualité première. Les enfants allaient avec leur maman chercher de l'eau assez loin. Quand ils faisaient ça, ils n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, grâce à ce puits, grâce à ces pompes, grâce à l'électricité, grâce à l'énergie solaire, eh bien, ils ne sont plus en charge de ces corvées, on va dire ça comme ça,
Et ce temps qu'il consacrait à la vie familiale et à la survie familiale, eh bien, ils le consacrent à leur éducation. Et on a vu des petits-enfants en petites blouses blanches avec leur sac à dos, leurs jeux de construction, leur coloriage. Ils sont là, ils apprennent et c'est fondamental. C'est fondamental aussi pour les mamans de voir à quel point leur activité va permettre à leurs enfants de faire des études, de se lancer dans la vie scolaire. Donc c'est un sentiment aussi de fierté pour elles. Et ça va porter beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont resté à la maison, elles ont resté chez elles parce qu'ils ont des petits-enfants et des bébés qui ne peuvent pas le laisser tout seul à la maison. Maintenant, elles vont venir avec leurs petits-enfants travailler et en même temps garder leurs petits-enfants. Cet engagement, en fait, il est vraiment important pour nous parce qu'on le voit, on va vers une consommation qui soit beaucoup plus durable, plus saine, plus écologique. Et ça passera par des productions en amont qui le sont aussi. Si on peut aider à avoir un monde meilleur par ce type d'action, c'est la mission qu'on se fixe pour les mousquetaires en tout cas. Dans cette opération, finalement, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a pas de profit dégagé. Et là, on montre qu'à travers les produits que nous vendons, on peut aussi avoir des opérations qui soient des opérations bienveillantes vis-à-vis des populations en difficulté, vis-à-vis de l'environnement avec ces panneaux solaires, et que c'est peut-être pas grand-chose à l'échelle de la planète, mais je pense que pour nous, en tout cas, c'est porteur de sens et ça apporte beaucoup. Donc en fait, tout ça, c'est une chaîne vertueuse, mais qui n'existerait pas sans les consommatrices qui, elles, font le choix de nous acheter, le choix d'avoir des bons produits, mais en plus, quelque part, elles donnent du travail, les consommatrices, à ces femmes. Elles aident à l'éducation de leurs enfants, elles aident à l'émancipation, elles aident à l'instruction. Agir local pour penser global, penser local pour agir global. On a ici un exemple intéressant qui réunit des acteurs très différents autour d'une même vision. Alors Éric Renard, je vais commencer par vous. Vous êtes fondateur de la Phocéenne de Cosmétiques, une PME française créée en 1996 qui a aujourd'hui 3 marques, Le Petit Olivier, l'OVA, les laboratoires Vendôme. Premier savonnier de France, marque reconnue sur le segment nature, qui cherche à travailler beaucoup avec des ingrédients d'origine naturelle, qui possède son propre moulin d'huile d'olive dans le sud de la France, et qui engage aujourd'hui une démarche RSE, une démarche climat engagée, notamment sur des sujets comme les matières premières, que l'on va aborder ici, bien évidemment, et également sur l'éco-conception. Passionné de la nature, des animaux et de l'environnement, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé en tant que chef d'entreprise à lancer ce projet en 2017? Quelle a été la démarche qui a fait naître ce projet? Merci Sophie, bonjour. Quelle était Alors, en fait, la Phocéenne de Cosmétiques, dès sa création en 1996, on a eu des sujets, on a fait des investissements sur le développement durable. À l'époque, c'était pas de la RSE, on savait pas ce que c'était, mais on a travaillé avec l'ONF, on a toujours fait un certain nombre d'opérations. Et il se trouve que j'ai toujours considéré que la responsabilité d'une entreprise, encore plus quand elle gagne de l'argent, ce qui a été le cas, une entreprise doit gagner de l'argent parce que c'est grâce à l'argent qu'elle gagne qu'elle peut financer des opérations comme celle-là. J'ai toujours pensé qu'elle avait plusieurs vocations, une vocation économique évidemment, une vocation sociale également, et ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est depuis la création. Et quand on utilise, comme tu le disais, on utilise beaucoup de matières premières, donc de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, du beurre de karité. Et je me suis toujours attaché à ce que ces matières premières soient d'abord d'une qualité réprochable et ensuite fabriquées dans des conditions sociales acceptables. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur du beurre de karité équitable dans un premier temps. On a acheté et on fabrique aujourd'hui notre propre huile d'olive et il me paraissait évident à un moment donné qu'on s'intéresse à l'huile d'argan. Donc c'est au cours d'un voyage où j'ai rencontré des responsables marocains qui m'ont parlé de ce projet qu'ils avaient dans
tuyaux, mais qui n'étaient pas financés en fait. Et donc ils m'en ont parlé, on a travaillé ensemble, on a visité le site et on a décidé d'œuvrer. Et ce projet est remarquable à plein titre, il est remarquable aussi parce que c'est à la fois un projet pour les populations locales, et on en reparlera bien sûr, mais c'est aussi un projet d'un partenariat incroyable entre une PME et un grand distributeur, parce que le groupement Intermarché, qui est aujourd'hui le 3e plus gros distributeur en France, nous a accompagnés sur ce projet tout au long et continue de nous accompagner. Donc c'est une histoire qui montre qu'en fait, avec plein de bonne volonté, on arrive à faire des choses tout à fait incroyables. Merci Eric. Je vais m'adresser maintenant à Lumna Mouna. Je vous évoquais en introduction que la rencontre de ces personnes autour de la table, je les ai rencontrées lors d'un voyage au Maroc à la rencontre d'acteurs et d'actrices engagés pour la nature, pour leur territoire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Lumna dans un autre territoire du sud du Maroc, vers Aït Benadou, Ouarzazate. Lumna Mouna est pilote de ligne et à ses heures perdues, ou plutôt au fondement de son engagement, elle est surtout directrice d'une belle association qui parle le langage des citoyens, l'association We Speak Citizen, qui s'occupe de faire émerger les potentiels, justement, émerger les potentiels des territoires. C'est ce qui l'a amené, avec toute son équipe de bénévoles et de formateurs, à s'intéresser au village solaire, proche des Saouira, comme vous l'avez vu en vidéo, et à continuer ce projet. Ce projet, il a maintenant presque 6 ans. Il a démarré par des belles infrastructures, une salle de concassage, une école, des infrastructures solaires. Et en allant sur ce projet, fin 2022, fin 2021 même, nous nous sommes rendus compte de certaines choses, et d'un Covid étant passé par là également, d'une mobilisation des habitants qui n'était pas complète, et ce qui a amené à une autre phase du projet. Lumna, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu davantage la démarche de mobilisation qui a été mise en place depuis 2022 et quel est le rôle de l'art gagné dans cette dynamique en tant que patrimoine naturel? Merci Sophie, bonjour à vous tous. Alors, la démarche de mobilisation est venue d'un constat. Quand on est parti voir le village solaire, effectivement, le projet était magnifique. On avait des femmes qui pouvaient concasser dans des conditions qui étaient dignes, qui pouvaient concasser avec leurs enfants à côté d'elles. Mais on a décelé qu'elles pouvaient aller encore plus loin et qu'on pouvait mobiliser non pas uniquement les femmes, mais tous les gens qui faisaient ce territoire, c'est-à-dire les hommes, les agriculteurs, les institutionnels, les chercheurs. Et autour de finalement le pourquoi du fait que ces femmes étaient à ces lieux-là, concasser l'argan. Et qui dit concasser l'argan dit aussi un arbre qui, lui, vu les changements climatiques, cet été, on a eu des températures, on en parlait tout à l'heure, qui ont avoisiné les 50 degrés, avec une raréfaction de l'eau et un enjeu de préservation et de l'argan, de l'arbre, et préservation des savoir-faire. Aujourd'hui, les savoir-faire qui sont perpétués par ces femmes ont du mal à traverser les générations. Les enfants n'ont plus envie de refaire les gestes parce qu'ils ont perdu le sens. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remobilisé toutes les parties prenantes autour de l'art gagné. Alors les femmes, leurs maris, les gens qui travaillent la terre, les gens qui se soucient de sa préservation de l'eau en se disant comment peut-on faire pour que cet art gagné qui nous a été légué, qui est un vrai patrimoine aujourd'hui classé par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, eh bien, on puisse le préserver pour pouvoir le retransmettre ensemble et comment eux peuvent transmettre et que ça ne soit pas nous, j'allais dire citadins urbains qui regardons cela de loin, mais ces personnes-là qui sont au plus près, comment faire pour transmettre. Et aujourd'hui, il y a une vraie vision de sauvegarde de l'arbre, de sauvegarde des pratiques autour de la culture de cet arbre et de tous les gestes pour pouvoir les transmettre. Donc ça a été le premier acte de mobilisation. Merci Lumna. Est-ce qu'on peut regarder ensemble finalement les différents axes de ce projet qui est en train d'être mis à l'œuvre et que j'affiche au tableau pour concrétiser finalement cette vision de développer un tiers-lieu qui met l'arbre, qui met l'art gagné au centre, mais qui met surtout la femme et les familles au centre de ce développement? Alors, les femmes étaient traditionnellement, on leur ramenait
de l'argan, donc qu'elle dépulpait dans des salles de concassage. Et au fait, on les a mis en amont du process. Donc elles deviennent elles-mêmes des cultivatrices de l'argan. Alors il faut savoir qu'ancestralement, l'arganier n'est pas un arbre qui se plantait. Aujourd'hui, la recherche permet de replanter l'argan dans le cadre de jardins de permaculture. Donc l'idée, c'est de les amener, elles et leurs maris, à savoir replanter cet arbre et autour de cet arbre, pouvoir en profiter pour mettre en place des techniques qui préservent la consommation d'eau. Donc elles sont aujourd'hui formées à replanter l'arganier, mais dans une démarche de permaculture et d'agroforesterie. Ensuite, une fois qu'elles ont replanté, donc une fois que le grain est là, pouvoir aussi le transformer. Alors il ne s'agit pas de transformer de manière industrielle à grande échelle, mais de pouvoir continuer à refaire les gestes, donc à refaire leur propre argan avec leur moulin traditionnel, à retransformer à partir de cette huile d'argan et créer des produits de terroir dérivés. Et donc ces produits de terroir, pour qu'elles puissent les vendre, ce sont des femmes qui sont quasiment toutes analphabètes, donc qui ne sont jamais parties à l'école, et donc difficile de vendre à travers les réseaux sociaux. Et donc l'idée, c'était de pouvoir attirer, elles sont à 20 minutes des Essaouira, donc il y a une manne de gens qui traversent les Essaouira, pouvoir attirer ces touristes vers elles. Et donc là, leur apprendre à faire ce qu'on appelle de l'écotourisme et à développer une offre qui permet à des gens de venir boire un thé, comprendre leurs gestes, déguster un petit peu d'argan ou d'amelou. Pourquoi pas manger un plat traditionnel qu'ils ne mangeront pas dans les restaurants essaouira, et finalement passer un vrai moment de convivialité dans leur jardin au niveau du village solaire. Et ensuite, pouvoir aussi travailler sur la projection avec leurs enfants. Quoi transmettre? Donc il y a une vraie démarche de recherche de culture. De leur culture, Essaouira, leur territoire, c'est aussi c'est l'argan, effectivement, mais il y a d'autres histoires. Et on a été étonnés de découvrir qu'il y avait la plus ancienne sucrerie du Maroc. Les ruines sont à quelques centaines de mètres de leur village solaire. Et c'est au fait la seule sucrerie encore debout au monde traditionnel. Donc les emmener à découvrir leur patrimoine, leur culture et pouvoir en parler. Donc c'est toute la démarche qui est faite à travers des sessions de formation. Donc c'est 18 mois d'accompagnement, mais c'est plus que ça. Je pense que c'est vraiment, on se tient la main et on essaie ensemble de découvrir un patrimoine, de le partager, de le préserver. Merci Loumna. Nadia, on est en train d'évoquer un projet qui a 5 ans maintenant, qui a démarré en 2017, qui a déjà porté des résultats concrets. Il permet à 25 femmes d'avoir un lieu de rassemblement, d'avoir un lieu de concassage, dans de bonnes conditions, une école et des promos de jeunes et d'enfants qui peuvent avoir une éducation de qualité. Tout ça en protégeant l'environnement, la nature avec le solaire, des panneaux solaires, l'accès à l'eau aussi avec les châteaux d'eau. 5 ans d'expérience et puis un programme de 18 mois. Donc nous arrivons à la première année de ce programme de formation. On passe du financement d'infrastructures qui leur permet de stabiliser un premier revenu à des formations qui vont leur permettre de diversifier leurs revenus et comme Loumna le disait, via l'écotourisme et via finalement la valorisation de leur propre patrimoine, de leur propre savoir-faire et savoir-être, dont elles n'ont pas toujours conscience. Et l'enjeu est l'aspect essentiel de transmettre. Nadia Lamlili, vous êtes journaliste et écrivaine, vous incarnez l'Afrique des idées comme publication et vous êtes passionnée des sujets liés à l'autonomisation des femmes, à l'innovation sociale. Et vous avez mené d'autres expérimentations, d'autres enquêtes, notamment en Maroc et également au Sénégal. Et je voudrais vous interroger sur la pérennisation de ce projet. Comment vous observez d'un regard extérieur cette expérimentation entre une entreprise, un distributeur, une ONG, des acteurs locaux? Comment pérenniser? Si on prend un petit peu de recul et de hauteur par rapport à cette expérience, comment pérenniser un projet sur le long terme? D'accord. Merci Sophie. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, juste pour me présenter en fait et justifier ma présence parmi vous aujourd'hui, j'ai mené des recherches
notamment au Sénégal, sur l'autonomisation des femmes rurales dans le milieu agricole, plus précisément dans une commune qui s'appelle Sandiara, à travers l'application d'un indicateur spécifique pardon, qui m'a permis de donner une évaluation de l'impact du programme en question, notamment au niveau de l'autonomisation. Mais je pense que ça, on en parlera tout à l'heure. Pour répondre à votre question, je pense que un des critères de pérennisation d'un projet social, notamment le vôtre, est de répondre et d'identifier le besoin social auquel il veut répondre. D'abord, c'est une question primordiale parce que sans connaissance de ce besoin social, le projet ne risque pas d'aboutir, ou en tout cas, je ne pense pas qu'il aura de l'impact. On va commencer depuis le début, puisque j'ai vu dans la présentation qu'il y avait le mot tiers-lieu. On a eu une discussion tout à l'heure en amont de la conférence sur ce lieu. Tiers-lieu, ce sont des lieux hybrides qui, comme vous savez, sont nés dans les années 90 au niveau du concept, et qui se veulent des lieux en dehors des lieux classiques, notamment le domicile et l'entreprise. Ce sont des lieux du savoir-faire, du faire ensemble, de la collaboration, de la mutualisation, et de plus en plus, ce sont des lieux où des gens d'horizons divers essaient de trouver une solution à une problématique commune pour laquelle les politiques publiques et les pratiques de marché n'ont pas de solution. C'est le propre, justement, de votre projet. Alors, moi, je dirais que le premier critère, c'est vraiment d'identifier le besoin social auquel on répond. Le deuxième, à mon avis, très brièvement, c'est l'évaluation qui me semble primordiale parce que c'est cette évaluation qui va nous permettre de savoir si le projet a eu un impact positif sur la population. Alors, vous savez, ce qui manque aux projets sociaux d'une façon générale, c'est de savoir, on vient, on implémente, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a marché exactement. Et c'est typiquement ce genre d'évaluation. Il existe des indicateurs divers, des paramètres divers qui nous permettent d'avoir une idée sur ce qui a été fait et ce qu'il faut redresser. C'est ça le côté positif de l'évaluation. En troisième lieu, je dirais les porteurs du projet doivent se considérer comme des facilitateurs et laisser la population réfléchir et agir par elle-même. Et je pense, c'est ce que mon amie Loubna fait quotidiennement dans le cadre de son association. Je parle de ce point parce que il me semble que différents programmes partent de standards pour les appliquer, mais sans pour autant que ça marche définitivement. Donc du coup, l'idée de la catalyse me semble intéressante dans la pérennisation des projets. Je lisais hier un article, mais là je suis en train de transposer en marge du coup d'État au Gabon, et il y avait un chercheur qui disait que le drame de l'Afrique, c'est qu'elle a importé un modèle démocratique avec son kit de montage. Sans pour autant que ça coïncide avec sa réalité culturelle ou sociale. C'est exactement ça, éviter d'importer des programmes déjà faits dont on ne connaît ni la nature, ni le processus de fabrication, pour les appliquer sur des contextes qui n'ont absolument rien à voir avec le contexte de naissance. Je dis cela juste pour garder à l'esprit qu'une entreprise d'économie solidaire et sociale doit donc créer de la valeur sociale, c'est-à-dire avoir de l'impact positif sur la population et créer son propre modèle économique qui va être tout le temps challengé. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle économique définitif. On peut parler de pérennisation, mais en fait, on est dans un processus d'apprentissage constant qui va finalement être challengé tout le temps. Et c'est ce qui empêche parfois la duplication de ce genre de modèle économique sur d'autres lieux. Sachant que, voilà, on est dans un monde, si on reprend le jargon des sachants VUCA, un monde incertain, volatile, mais voilà, cette idée d'adaptation continuelle me semble importante. Merci Nadia pour cet éclairage. On voit que ce projet, et merci d'avoir
pris de la hauteur sur le sujet. C'est un projet d'expérimentation. Un projet d'expérimentation qui incarne en fait les 3 volets que vous venez d'évoquer, l'identification des besoins, on va y revenir, la logique d'évaluation et de comment nous pouvons évaluer l'efficacité, la pérennité, l'impact que crée ce genre d'initiative pour les habitants et pour les bénéficiaires de ce projet. Et puis, le 3e enjeu qui est peut-être parfois, pour ici la France, de laisser faire les acteurs locaux et d'accompagner, de catalyser cette émergence des potentiels. Pour continuer à prendre de la hauteur et revenir un petit peu en France et surtout sur les logiques entreprises, Gabrielle Delvin, vous êtes directrice à investissement de la société Azulis, qui accompagne donc la Phocéenne de cosmétiques depuis maintenant 2 ans en tant qu'investisseur minoritaire. Et vous avez à cœur au sein de votre société, du fonds d'investissement, de vous engager sur les ESG et d'engager toute l'équipe sur des investissements responsables, ce qui vous a amené à vous intéresser à un portefeuille d'activités et aussi à la Phocéenne en 2021. Gabrielle, vous nous accompagnez et vous accompagnez la Phocéenne de cosmétiques sur l'évaluation des impacts, sur comment rendre compte de ce qui est fait sur le terrain. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche du village solaire comme projet concret de terrain et comment vous le reliez à ces objectifs de développement durable qui sont un petit peu la métrique d'évaluation que vous avez en tant que fonds d'investissement? Merci Sophie, bonjour à tous. Mais lorsque Éric Renard nous a parlé du village solaire, je dois dire qu'on a été directement impressionnés par la cohérence et l'ambition du projet qui, selon nous, illustrait parfaitement une RSE engagée et intelligemment construite. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un projet vraiment holistique qui propose une vision 360 avec une dimension sociale, environnementale, mais aussi culturelle, et qui contribue ainsi à plusieurs ODD majeurs comme la protection de la vie terrestre, l'égalité ou la production et la consommation responsable. Ensuite, ce qu'on trouvait vraiment très intéressant aussi, Éric l'a dit, c'est le fait que la démarche a été co-construite avec des acteurs locaux, des associations qui œuvrent sur le terrain, mais aussi un client partenaire distributeur. Et donc ça, évidemment, c'est toujours très riche de prendre en compte une diversité de points de vue. Et enfin, le dernier point qu'on trouvait très intéressant, c'était que c'était une RSE qui véritablement s'intégrait dans la filière de la cosmétique, de la Phocéenne de cosmétiques, et qui prenait en compte tous les éléments de sa chaîne de valeur, depuis la matière première, l'argan, jusqu'à la consommatrice et le consommateur final qui, en achetant ces produits, finalement, contribuait au projet. Et donc, nous, on trouve que c'est un projet formidable, qui a une vraie vertu d'exemplarité. Et donc, on le cite effectivement très souvent en exemple auprès de nos autres entreprises que nous accompagnons et auprès de chefs d'entreprise qu'on rencontre pour que ça devienne une source d'inspiration. Merci, Gabrielle. Pendant cet exercice, on va vers le très local et on revient au global. C'est vraiment ce qui nous permet d'apprendre, ce qui nous permet de prendre du recul et du coup d'itérer et d'avancer sur ce projet. Lumna et Éric, j'ai une question, mais pour laquelle vous pouvez répondre de manière conjointe et en tout cas complémentaire. Comment ça se passe sur le terrain ? Comment les femmes réagissent ? Comment les femmes se mettent en mouvement ? Comment est-ce que ça se passe sur le terrain pour faire émerger les potentiels d'un territoire en partant de personnes qui, à la base, concassent de l'art gagné ? Quels ont été les enseignements, les premiers enseignements que vous tirez, Éric, depuis 5 ans, Lumna depuis 18 mois maintenant, et depuis plus généralement votre expérience des territoires? Comment ça se concrétise? Je vais parler de la première partie, puisque Lumna est arrivée au bout de 3 ans et demi. Donc, d'abord, avoir un projet social, c'est pour moi absolument la même chose que créer une entreprise. C'est aussi complexe, aussi difficile,
c'est faire intervenir des gens qui en plus n'ont pas du tout la même culture que vous, pas du tout la même éducation que vous, qui sont analphabètes dans notre cas de figure, mais ça pourrait être d'autres sujets. Et en fait, il faut réussir à fédérer, à comprendre cet univers qui n'est pas le vôtre et à réussir à le faire travailler ensemble. Sachant que l'objectif final, c'est que ces personnes deviennent autonomes, parce que la phocéenne n'a pas vocation à rester ad vitam aeternam. Elle a vocation à donner la possibilité de grandir, et après que les personnes grandissent par elles-mêmes. Et on a fait à peu près toutes les conneries possibles et imaginables. C'est-à-dire qu'il y a déjà un truc qu'on a pensé à tort, puisqu'on a regardé ça avec nos yeux de Français européens. C'est déjà, on s'est concentré sur les femmes dans un premier temps. On s'est dit, on va aider les femmes, on va leur donner la possibilité de s'émanciper. Et on a exclu dans notre réflexion les hommes. Parce qu'on s'est dit, nous en plus on vend des produits cosmétiques qui sont achetés par des femmes, donc on s'est dit c'est génial, on va aider des femmes pour des femmes qui fabriquent des produits. Enfin tout ça c'était sur le papier, c'était formidable. Sauf que ça marche pas, parce qu'en réalité dans ces cultures-là, si l'homme n'est pas d'accord, eh ben ça avance pas. Et donc il fallait qu'on inclue l'homme, mais aussi le village, mais aussi les populations locales, mais aussi la mairie. On a essayé d'inclure la mairesse et le maire du village. Ça a été un peu compliqué parce qu'en plus on était en concurrence, puisqu'ils avaient eux-mêmes une société qui faisait de l'argan. Donc ils nous ont vu arriver en se disant qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui en plus payent plus cher que nous. C'est-à-dire qu'en fait ils vont venir faire exploser le marché. C'est-à-dire que nos salariés demain vont nous demander d'être payés comme les gens du village solaire. Donc on a rencontré tout un tas de difficultés. On a aussi rencontré un tas de difficultés parce qu'il y a des gens qui ont essayé de profiter. Vous arrivez, vous êtes une entreprise européenne, vous déversez, on a déversé quand même sur ce site, sur les 5 années, plus de 250 000 euros. Donc c'est des sommes considérables pour ces populations-là, qui gagnent quelques euros par jour, voire moins parfois. Donc on parle de montants qui sont totalement invraisemblables. Donc là aussi, on a fait des erreurs. Le premier bâtiment qu'on a construit, on l'a construit avec des Français. C'est une bêtise sans nom, mais nous, à l'époque, c'était plus facile pour nous. Les mecs, ils parlaient français. Ils vivaient certes au Maroc, mais ils parlaient français, ils parlaient le même langage que nous, c'était facile. Et en fait, les villageois nous ont regardé construire ce bâtiment qui était censé être pour eux, et de façon un peu goguenarde. Et en fait, on s'est aperçu qu'on l'avait payé beaucoup trop cher, ce bâtiment, par exemple, par rapport à ce que des locaux auraient fait. On a eu aussi des histoires, parce qu'à la fin de la création de ce bâtiment, on a eu des clés, donc forcément, on a fait une belle opération. Il y a eu un truc absolument remarquable avec des gens qui sont venus, de belles fêtes. Et puis à la fin, on donne les clés à une femme responsable du village solaire, en lui disant, ben voilà, c'est à toi. Et en fait, on s'en va, nous, on rentre en France. Et en fait, pendant quelques mois, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de nouvelles, il ne se passe rien, pourquoi il ne se passe rien, etc. Et on y retourne au bout de 6 mois, et en fait, dans ces 6 mois, le village n'avait pas été ouvert. Et les femmes n'étaient pas rentrées dans le bâtiment. Et en fait, elles ne sont pas rentrées dans le bâtiment parce qu'elles pensaient qu'elles ne nous ont pas cru quand on leur a dit, c'est à vous, on vous le donne. Elles nous ont pas cru. Elles ont dit, c'est pas possible qu'il y ait un mec qui vienne de France, qui arrive, qui construise un bâtiment, qui fasse tout ça, et qui nous le donne à la fin. C'est pas possible, ça n'existe pas sur cette planète, cette histoire-là. Donc elles ont pris les clés, et elles les ont posées, et elles sont rentrées chez elles. Donc il a fallu qu'on recommence et qu'on revienne les voir en leur disant, non mais attendez, je vous promets, on vous le donne, c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Et pareil, elles pensaient qu'elles n'avaient le droit de fabriquer que pour nous. C'est-à-dire quand elles fabriquaient de l'huile d'argan, elles devaient fabriquer exclusivement pour la phocéenne de cosmétiques. Et donc du coup, elles attendaient des commandes. Mais on leur a dit non, c'est un outil que vous pouvez fabriquer pour vous, pour qui vous voulez, pour nous évidemment, mais pas nécessairement, vous en faites ce que vous voulez. Ça aussi, elles n'ont pas compris. Et donc elles attendaient nos commandes. Donc vous voyez, tout ça, on arrive avec on se dit on est des types formidables, on est bienveillants, on fait des choses formidables, mais en fait, si on ne comprend pas la culture, si on ne comprend pas comment les populations vivent, vous êtes à côté, quoi. Quand bien même vous faites des choses bien, vous tapez à côté. Et donc tout ça, c'est un apprentissage. Donc c'est bien que si on recommence, au Sénégal peut-être, demain, on fera plus attention. Je vais continuer, Eric, sur ta lancée. Et effectivement, la première chose qu'on a faite quand on est arrivé, c'est tout simplement de questionner le sens. Pourquoi ces gens étaient venus? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils étaient vus
comme, et à juste titre, comme étant extérieur du territoire, comme une manne financière, finalement à utiliser rapidement parce que on ne sait pas si demain ils vont revenir. Et au fait, en re-questionnant le sens de ce qui avait été fait et en discutant avec ces gens, alors, on a discuté avec le projet était initialement fait pour 24 femmes, mais quand on a discuté avec 75 personnes qui étaient réunies pendant 5 jours, enfermées. Et pendant 5 jours, on les a questionnés sur 1, pourquoi la Phocéenne des cosmétiques était là, 2, qu'est-ce qu'eux voulaient pour leur territoire, quels étaient réellement leurs problèmes. Du coup, ce projet du village solaire a été replacé pour ce qu'il était dès le départ, une opportunité à saisir pour pouvoir développer leur propre potentiel, pour pouvoir finalement inventer un avenir qui leur ressemblait, un avenir que eux voulaient et un avenir qu'eux pensaient. Donc ça a été la première démarche, c'est réfléchissons ensemble au pourquoi. Pourquoi on va travailler, pourquoi on va aller au village solaire, pourquoi on va concasser, pourquoi on va replanter. Donc une fois qu'ils ont été tous plus ou moins alignés sur le pourquoi, et ben nous, notre accompagnement, c'est le comment. Comment arriver à ce pourquoi, et c'est de la formation, c'est de l'expérimentation, c'est de pouvoir voir avec qui cette vision finalement peut se mettre en place. Donc après, c'est finalement ce que vous dites est très juste, Eric, c'est une vraie démarche d'entreprise. C'est ensemble, à partir d'une idée, construire pas à pas cette idée jusqu'à finalement aboutir à un projet qui fonctionne sur du long terme et dans une posture où les femmes ne sont plus du tout des femmes qui concassent, mais qui deviennent des vraies entrepreneuses de leur quotidien et de vraies entrepreneuses de leur projet. Merci Lumna et Eric, bien évidemment, pour continuer et pour identifier un second exemple de cette démarche, d'arriver avec la bonne intention, de vouloir agir positivement pour les habitants et pour la nature. Pendant cette mobilisation des communautés et des habitants, de ces 75 personnes, ont passé de à peine 30 familles à plus de 300 familles qui pouvaient devenir bénéficiaires directs ou indirects de ce projet. Vous avez, donc avec l'association We Speak Citizen, co-animé des ateliers pour identifier les besoins. Et là, je me souviens d'un événement qui est arrivé, puisque nous, avec Eric, Eric voulait planter des arganiers. Il faut savoir que l'arganier, c'est un arbre endémique, un arbre dit sauvage, un arbre qui pousse tout seul. Mais sauf que dans le sud du Maroc, la désertification s'accélère, il manque d'eau cruellement, et donc c'est un arbre qui a besoin aujourd'hui d'être replanté avec des techniques qui soient très très sobres en eau, puisqu'il y en a de moins en moins. Et l'idée était de financer des arbres, avec toute la bonne intention possible, un peu classique, de financer des arbres. Qu'est-ce qui s'est passé, Lumna, pendant ces ateliers, non pas avec les hommes cette fois, mais les femmes, mais cette fois avec les hommes? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur la logique de territoire, sur la logique de terre disponible et d'accès à la propriété? Alors, effectivement, l'idée au départ, c'était de pouvoir... Il y a des terres communautaires qu'on peut utiliser pour pouvoir replanter. Ça semble être une bonne idée. Mais au fait, on rentre dans des logiques... on est dans des espaces qui sont encore régis par des lois de tribus. Donc on rentre dans des problématiques sociétales, culturelles, et cette idée qui pouvait sembler extrêmement intelligente de départ, elle risquait très fortement d'être bloquée par des logiques culturelles qu'on ne pouvait pas comprendre quand on voyait ça de l'extérieur. Donc plutôt que de se mettre dans une logique de « on plante », on se met dans une logique de nous sommes, nous, les acteurs de ce territoire, les hommes, pour le coup, qui détiennent pas mal d'hectares de terrain, on réfléchit comment utiliser nos propres terrains dans une espèce de mutualisation, pour le coup, des formations, mutualisation des coûts, pour pouvoir replanter ensemble tous nos terrains agricoles. Et on était parti au départ sur une projection de 60 hectares de terrains communautaires, à aujourd'hui près de 300 hectares de terrains qui sont portés par ces coopératives d'agriculteurs. Et là,
plutôt que de se mettre à planter, le premier projet a été la mise en place d'une pépinière. On s'est rendu compte que sur toute la région d'Essaouira, qui est la région de l'argan au Maroc, il n'y avait pas une seule pépinière pour pouvoir replanter des arganiers. Donc, la réflexion, vous voyez, elle se place dès le départ. Donc, leur premier projet, c'est pouvoir cultiver en pépinière des pousses d'argan pour eux, pour replanter leurs 300 hectares, mais pas que pour eux, pour tous les gens autour du village, donc sur toute la province d'Essaouira, qui auront des plants d'argan qui n'auront pas à aller chercher loin à Agadir, donc à près de 200 km ou à Marrakech. Donc ça a été la première démarche. Et ensuite, comme on les a fait réfléchir sur leur projet de vie à eux, donc il n'y a pas que de l'argan. L'argan est planté dans une logique d'agroforesterie, donc c'est de l'argan. C'est aussi d'autres arbres, de l'olivier, des amandiers, en fait, des arbres qui poussaient avant de manière naturelle autour de l'argan, et puis tout le potager pour qu'ils puissent en bénéficier, les plantes aromatiques, une logique de transformation des plantes aromatiques. Donc ça devient une quasi-filière complète autour de l'argan. L'argan reste au centre, mais c'est vraiment une filière où eux, ils peuvent se nourrir de ces jardins de permaculture, ils peuvent transformer autre chose que de l'argan avec les plantes médicinales, et puis ils peuvent aider à replanter vraiment l'argan dans un souci vraiment de faire bénéficier le maximum. Et on les a poussés encore plus loin dans la démarche. Donc il y a l'enjeu de l'eau qui est un enjeu primaire, et c'est pour ça qu'ils sont formés à de l'agroforesterie, mais il y a aussi l'enjeu des pesticides et des engrais. Donc là, ils sont accompagnés sur de la formation à comment accompagner le développement de leur agriculture en utilisant ce qui se fait aujourd'hui de meilleur en termes de soins aux plantes. Et donc, ils sont formés à de l'agro-homéopathie. Donc, vraiment, on essaie de trouver les solutions les moins coûteuses, les plus performantes, en respectant vraiment un écosystème et de manière à ne pas être dans une logique d'agriculture intensive, mais vraiment dans une logique qui préserve la terre, qui préserve l'arbre et qui préserve aussi finalement la vie. Merci Loubna, on l'a touché ici, la logique de passer de s'intéresser à la femme pour s'intéresser à la famille et pour toucher finalement tous les volets de leur vie et de leur émancipation avec de l'agriculture, de l'écotourisme, et puis pérenniser et transmettre entre les femmes plutôt âgées et les jeunes. Il faut savoir que par exemple concasser de l'argan, c'est réservé à des femmes mariées et souvent des femmes matures. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Et transmettre finalement via l'arganier, c'est une logique de long terme, puisque pour qu'un arganier puisse pouvoir donner des fruits et produire efficacement pour être transformé en huile, il va se passer de nombreuses années. Et tout l'intérêt de travailler en permaculture, en agroécologie, c'est d'associer une ressource et une rente quelque part de long terme. Et le fait de les confier à des familles, ça va leur appartenir. Et du coup, elles vont en prendre soin. Et puis, travailler sur du plus court terme avec d'autres arbres fruitiers et d'autres plantes aromatiques médicinales. Nadia, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce besoin et cette limite en fait, d'autonomisation. Aujourd'hui, finalement, quand on parle d'autonomisation, on parle d'impact. Et Gabriel l'a évoqué aussi tout à l'heure, la logique de comment on évalue les impacts, comment on se rend compte avec de la hauteur l'impact. L'impact, c'est quelque chose, juste pour reprendre la définition, qui va rester dans le temps. Quand on évalue un projet, on a l'action en elle-même, les résultats, les effets et les impacts. L'impact, c'est ce qui va rester dans 10, 20, 30 ans. Quelles sont les limites, finalement, de l'autonomisation des femmes comme visée recherchée ? Et qu'apporte l'approche filière ? Puisqu'ici, on se parle bien d'une approche filière de l'argan. Merci pour la question. Alors, je commencerai tout d'abord, il me semble, après ces brillantes interventions, sur ce projet très prometteur,
par définir ce que c'est que l'autonomisation. Parce qu'on a effectivement tendance à associer l'autonomisation à une autonomisation économique. On se dit que les bénéfices engrangés par les femmes, pour notre cas, vont contribuer à les aider à se prendre en charge et à prendre en charge leur vie. Or, l'autonomisation, dans ce cas, n'est qu'un début. Et ce n'est que la cache, disons, la partie qu'on voit de l'iceberg. Et derrière, il y a d'autres types d'autonomisation plus complexes et qui sont plus difficiles à cerner, mais qui sont quand même déterminantes pour l'autonomisation des femmes. L'autonomisation est une traduction, à mon avis, qui n'est pas vraiment à sa place du mot anglais empowerment, parce que les politiques de développement, comme vous savez, ont commencé chez les anglo-saxons. Et vous voyez très bien que ce terme sur lequel se sont accordés les acteurs des politiques de développement en français ne reprend pas la racine du mot empowerment, qui est power, qui est pouvoir, qui est donner du pouvoir, mais aussi le processus d'arriver à ce pouvoir. Donc l'autonomisation, dans son sens premier, c'est vraiment le fait d'acquérir du pouvoir pour ces femmes. D'abord, le pouvoir sur leur vie, c'est-à-dire sur leur choix de vie, le pouvoir intérieur, c'est-à-dire avoir de l'estime pour elles-mêmes, et le pouvoir collectif, tirer cette estime aussi de leur travail avec les autres. Alors, c'est une autonomisation qui est difficile à cerner parce qu'elle va faire appel à plusieurs disciplines. Vous venez de dire que tout ce qui est culturel et anthropologique, vous êtes rendu compte effectivement qu'il était primordial, nécessaire pour orienter le projet. Alors il y a de l'économique, il y a des variantes financières, il y a des variantes culturelles, il y a même des variantes religieuses, il y a des variantes de comment la femme se comporte dans sa vie de tous les jours avec son ménage, ses relations avec son mari, sa vie intime, sa vie sexuelle, sa attitude par rapport à la violence conjugale. Tout cela rentre dans cette autonomisation. Et juste pour résumer, cette autonomisation, comme elle a été définie par plusieurs théoriciennes économistes du Sud, alors je citerai juste entre autres Neila Kabir, Sabina Al-Kir, dans la lignée de l'économiste indien Amartya Sen, qui a beaucoup travaillé sur les thématiques de la pauvreté et du développement, et qui est connu par sa théorie des capabilities ou des capacités, comment aider les femmes à acquérir la capacité de changer leur vie. Alors, l'autonomisation, c'est exactement cela. C'est lorsqu'on arrive à voir que cette femme a la capacité de faire des choix stratégiques dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que les choix stratégiques? C'est décider où elle veut vivre, décider avec qui elle veut se marier, décider quelle activité économique elle veut mener, si elle veut avoir des enfants. Et donc, une fois arrivée à cet objectif, alors je le dis tout de suite, c'est pas évident. C'est pas évident, mais il existe quand même certains indicateurs qui peuvent nous donner des approximations, sachant que ces indicateurs sont le produit de leur contexte et qu'ils ont besoin d'une grosse partie d'enquête qualitative et non pas quantitative pour pouvoir en tirer le meilleur et arriver à une certaines interprétations plus proches de la réalité. Alors, ce que j'ai vu, moi, dans ma recherche, effectivement, c'est que cette autonomisation reste, disons, un objectif. Alors, je ne sais pas si c'est un idéal, mais en tout cas, lorsqu'on a cette idée en tête dès le départ, on s'évertue à pousser le projet vers ce sens-là et à faire en sorte à ce que l'autonomisation économique, qui est le fait de permettre à ces femmes d'avoir un revenu, soit un début pour par la suite pouvoir les aider à accéder au capital productif, aux services financiers, aux intrants, à la formation. Tout cela, ce sont des pénétrantes pour qu'on puisse à la fin faire en sorte à ce que cette femme se prenne en charge dans sa vie. Ce que j'ai pu trouver dans cette recherche au Sénégal, et je pense que le contexte est un peu similaire au Maroc, c'est que elle m'a permis de voir qu'il y a des facteurs d'autonomisation qui ont aidé les femmes donc à devenir autonomes, qui sont un peu, qui ressemblent grosso modo à ce qu'on a au Maroc. D'abord,
le premier facteur, c'est l'estime de soi. Ce sont des femmes fortes. Elles savent ce qu'elles veulent faire et elles vont le faire. Estime de soi, self-confidence. Deuxième facteur d'autonomisation qui est ressorti de mes recherches, c'est la liberté de mouvement. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on croit, c'est des femmes soumises, on ne les laisse pas sortir, mais en fait, elles arrivent toujours à se déplacer parce qu'elles négocient leur autonomisation avec leur mari. Ce ne sont pas les rapports de soumission qu'on connaît de « je ne sors pas parce qu'il m'a pas laissé ». Mais en fait, nous sommes dans une définition de l'autonomisation qui se fait beaucoup plus dans le compromis avec le mari, qui est considéré comme l'autorité dans le ménage, et non pas dans des rapports de rupture, pour pouvoir acquérir la liberté comme on l'entend ici dans le sens occidental. Et donc voilà, la liberté de mouvement était un facteur d'autonomisation. Le troisième, c'était le fait d'accéder aussi aux décisions de production. C'est-à-dire que quand il y a une décision qui doit être prise au sein du ménage, eh bien les maris consultaient leurs femmes et consulter leur famille. Peut-être d'une façon, implicite, peut-être que la femme n'en parlera pas publiquement parce qu'elle ne l'assume pas, parce qu'elle ne le considère pas comme un facteur d'autonomisation. Mais il faut amener ces femmes à sortir ce genre de négociation implicite dans les rapports de ménage. C'est pour ça que les dynamiques de genre qui tiennent en compte à la fois l'homme et la femme, parce que c'est ça aussi le genre, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, le genre, ce n'est pas que les femmes. Ces dynamiques de genre sont importantes pour comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à autonomiser ces femmes tout en respectant leur milieu naturel et les pratiques qu'elles ont au sein de leur ménage. Trois autres facteurs sont ressortis en tant que désautonomisants, c'est-à-dire en tant que facteurs bloquant ces femmes-là pour aller vers l'autonomisation. Et je cite entre autres la charge de travail qui est très classique, puisque j'ai effectué des enquêtes par questionnaire, de très longs questionnaires, et j'ai demandé aux femmes de remplir une sorte de timeline depuis le réveil jusqu'au coucher. Et elles doivent cocher chaque quart d'heure ce qu'elles font de leur journée. Et donc, je me suis rendu compte que la plupart des activités, c'était les activités de ce qu'on appelle du care, les activités de soins. Prendre soin de leurs enfants, faire la popote, s'occuper du mari, et que cela les empêche de se consacrer à leurs activités économiques, tout simplement. Donc, comment faire pour faire en sorte à ce que cette activité économique puisse atterrir à côté du domicile de la femme et non pas dans un coin où elle doit se déplacer. Donc, ça, c'est un facteur de redressement d'une désautonomisation. Deuxième facteur de désautonomisation, j'en parle parce que c'est important, c'est l'autonomie de revenus. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on a demandé à ces femmes, lorsqu'elles ont un revenu, est-ce qu'elles préfèrent le dépenser sur leur famille d'abord, ou est-ce qu'elles préfèrent l'utiliser pour elles-mêmes? Et elles sont libres de cela. Donc, elles ont coché « je préfère l'utiliser pour ma famille ». Est-ce qu'on peut considérer cela comme un facteur bloquant? Moi, je n'étais pas d'accord avec la perception de l'indicateur parce que nous sommes dans un contexte africain et que les femmes, en fait, en Afrique, ne conçoivent pas, ne conçoivent pas l'autonomisation sans leur famille. C'est quelque chose de très important et elles me l'ont dit directement. On m'a dit il ne faut pas que la femme soit libre à 100%, c'était leur expression. Il faut qu'elle rende la monnaie. Et ça, on le trouve au Maroc, je le sais. Il faut qu'elle rende la monnaie. Alors, le mot liberté pour elle, ça n'a strictement rien à voir avec la liberté qu'on entend ici. On ne naît pas femme, on le devient. La Simone de Beauvoir et à l'école française, l'école occidentale d'une façon générale. Aucune autonomisation ne peut se faire sans la contribution du mari et sans la contribution de la famille. Alors, je dis tout cela juste pour fermer cette parenthèse d'autonomisation. Et par rapport à la filière, et alors effectivement, Sophie, moi je pense que une démarche filière peut être très intéressante en termes d'analyse parce qu'elle nous offre la possibilité de voir les choses sur un circuit, depuis la production jusqu'à la distribution. Et que sur ce circuit-là,
qui est un circuit holistique, eh bien, on va pouvoir cartographier la chaîne de valeur et voir dans quel maillon de la chaîne exactement il y a des inégalités de genre. C'est-à-dire voir la contribution de l'homme, la contribution de la femme, et essayer de faire en sorte à ce que les deux sexes puissent bénéficier tous les deux d'une façon équitable du marché. Parce que c'est ça aussi l'objectif du genre. Ce n'est pas uniquement que la femme elle-même, je veux dire, puisse... C'est un peu l'héritage de la littérature, des politiques de développement, mais les dynamiques de genre, il faut que l'homme et la femme aillent ensemble, en fait. Et puis, la chaîne de valeur est un concept économique qui est basé sur la rentabilité, hein, sur des rapports gagnant-gagnant pour tout le monde. Et n'oublions pas que nous sommes dans un monde où les enjeux agricoles sont devenus primordiaux avec les problèmes de sécurité alimentaire, avec les chocs à la fois climatiques et logistiques liés aux pandémies, et que seule une vision chaîne de valeur pourrait nous amener à avoir un développement intégré pour qu'on ait des filières à la fois compétitives et à la fois équitable. Alors compétitive, évidemment, tournée vers le revenu. Et là, je termine sur un chiffre de la FAO. Pourquoi il est important de considérer l'histoire des femmes selon une chaîne de valeur? C'est parce que plus on va les autonomiser, plus les revenus vont augmenter. Et la FAO dit que, par exemple, que les bénéfices engrangés par les femmes pourraient augmenter de 20 à 30% si, par exemple, on leur facilite l'accès aux intrants. Donc, on a vraiment une perte de compétitivité lorsque la femme n'est pas autonomisée. Merci Nadia. On voit bien dans cet exemple ô combien le développement d'un territoire, le développement des femmes, le développement des familles est complexe et lié à la culture et lié à la filière dans laquelle elle se met en œuvre, et la logique aussi de rentabilité et d'accès au développement économique. Donc on va passer à la dernière partie, à la conclusion de cette conférence et de cette table ronde par l'implication de toute la chaîne de valeur jusqu'au consommateur à la fin et en amont depuis l'accès au financement. Eric et Gabriel, Eric, tout d'abord, comment ce projet influence la stratégie et la trajectoire de la Phocéenne? Comment est-ce qu'on traduit cette expérience vécue dans un territoire bien spécifique pour tirer des enseignements pour une entreprise française qui essaye d'agir dans l'éthique, mais aussi dans la rentabilité économique? C'est une bonne question. Je crois que la vocation première, ce n'était pas nécessairement d'améliorer la rentabilité de la Phocéenne. C'était plutôt d'abord de sécuriser une matière première qui était l'huile d'argan, qui était une matière sur laquelle il y avait des vraies difficultés, et puis d'avoir faire des choses qui aient du sens. Et ça a beaucoup d'intérêt. Ça a de l'intérêt d'abord vis-à-vis de nos collaborateurs, nos salariés, qui ont envie aussi que l'entreprise dans laquelle ils travaillent soit une entreprise qui leur donne autre chose que simplement un travail, même si c'est bien évidemment fondamental. C'est valable pour les partenaires, que ce soit des partenaires au capital, des banquiers ou des clients qui reconnaissent à la Phocéenne de cosmétiques aujourd'hui une façon d'être, une façon de travailler un peu différente de ce que peuvent faire par exemple des très grands groupes. Nous, on a vocation à multiplier ces partenariats avec l'ensemble de nos clients ou l'ensemble de notre écosystème, et on travaille par exemple aujourd'hui sur la diminution de notre impact plastique sur l'environnement, et on invite un certain nombre de nos clients, par exemple, à nous accompagner dans cette démarche. Et d'ailleurs, il y en a qui m'écoutent un jour en podcast ou en vrai, je les invite à se rapprocher. En fait, ce genre de projet change tout à la Phocéenne sans véritablement que je sois capable de dire exactement ce que ça change. Ça change la façon de penser des gens, ça change notre façon d'être, ça change le regard que les autres portent sur notre entreprise. Gabriel le dira, mais peut-être que ça a participé à la prise de décision d'Azulis de venir nous accompagner. En fait, c'est difficile de dire ce qui change, et en réalité, tout change.
Donc, et puis après, à titre personnel, en tant que fondateur de cette entreprise, c'est une reconnaissance incroyable de se dire qu'on n'a pas que un impact franco-français, on a aussi un impact sociétal. Et en plus, nos consommateurs et nos consommatrices, quand elles achètent nos produits, si elles connaissent, et beaucoup d'entre elles connaissent en fait l'histoire de la Phocéenne de cosmétiques à travers les réseaux sociaux, à travers nos communications, en fait, elles participent elles aussi, quelque part, et je crois que ça fait partie de leur acte d'achat, à tout ce que nous mettons en place depuis des années. Donc, vous voyez, c'est difficile de répondre à cette question en disant qu'est-ce qui change. En fait, tout change sans que véritablement, en fait, je sois capable de dire ce qui change. Et pour vous, Gabriel, qu'est-ce qui change, en fait, et comment vous vous inspirez de ce projet et plus globalement de la démarche enclenchée par la Phocéenne dans votre acte d'investissement il y a quelques années, et puis aujourd'hui dans votre volonté d'accompagner cette entreprise à grandir, à se structurer dans sa démarche de durabilité? Oui, effectivement, le fait que la Phocéenne avait un ADN RSE très fort a bien entendu joué dans notre décision d'investissement et notre volonté d'accompagner cette entreprise, puisque chez Azulis, on essaie de flécher, en tout cas sur la thématique consommation, flécher nos investissements sur des entreprises qui placent la RSE et la volonté d'avoir un impact positif au centre de leur stratégie. Et en tant qu'investisseur, nous, ce qu'on essaye de faire avec la Phocéenne et avec nos entreprises que nous accompagnons, c'est d'agir sur les leviers qui sont à notre portée. Et ça commence par la sensibilisation des entreprises à ces thématiques, en créant vraiment des espaces de discussion, de dialogue, de réflexion dans le cadre de nos réunions. On encourage souvent les PME à recruter des responsables RSE comme Sophie, parce que même si c'est un sujet transversal qui doit être partagé par tous, c'est bien d'avoir des forces vives pour défricher, être innovant, ambitieux et dynamique sur le sujet. Et ce qu'on fait aussi, c'est aider les PME à structurer la démarche, parce que souvent, elles font beaucoup de choses, mais sans forcément s'en rendre compte. Et donc ça peut passer par une aide à la rédaction du rapport RSE pour définir des axes d'action prioritaires. Ça peut être aussi réfléchir à la mission pour, comme Eric l'a dit en préambule, positionner l'entreprise au-delà de son rôle purement économique. Et puis enfin, c'est valoriser toutes ces belles initiatives et le faire savoir afin que ça inspire d'autres entreprises. Merci à vous toutes et tous intervenants. Ça permet de clôturer cette session et d'ouvrir la session de questions-réponses. En effet, je disais en introduction, j'ai rencontré ces belles personnes lors d'un voyage à la rencontre d'acteurs engagés sur le territoire marocain et sénégalais. Et ce qui m'a amené il y a maintenant 1 an à rejoindre la Phocéenne à temps plein pour continuer à suivre ce merveilleux projet du village solaire au Maroc, d'en démultiplier d'autres, nous l'espérons, et de structurer la démarche à la fois sur les matières premières, l'éco-conception et la sensibilisation des consommateurs et des salariés aux enjeux environnementaux et sociaux. Merci de nous avoir écoutés. La parole est à vous si vous avez des questions pour nos intervenants. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ce partage. L'initiative semble s'être intéressée beaucoup à la monde de la filière, notamment pour We Citizen, pour pérenniser la ressource spécifique qu'est l'argan. Pour avoir travaillé sur ces terrains, peut-être pas à Saouira, mais ailleurs, je sais que l'enjeu le plus important, c'est non pas de créer de la valeur, mais de pouvoir faire capter la valeur par ces territoires-là. Sachant qu'il y a une chaîne en amont, en aval de la filière, il y a énormément d'exploitation de ces femmes. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de ce projet? En aval de la filière, justement pour permettre à ces femmes de s'émanciper de ceux qui les exploitent sur le plan de la commercialisation. Et ma question à Eric, lorsque vous avez décidé d'acheter une partie de la production de ces femmes-là, est-ce qu'il y a eu de la résistance ou on vous a cherché des noises, hein, je parle des intermédiaires qui étaient déjà implantés, est-ce qu'ils vous ont laissé faire ou pas? Merci. Alors, sur la première,
Loubna pourra peut-être répondre, mais sur la première partie, en fait, la filière, c'était nous, en fait. Donc en réalité, on n'a pas eu de problème, puisque c'est nous qui achetions. Au départ, on achetait déjà, en fait, de l'huile d'argan au Maroc. Et simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré ces achats que nous faisions auparavant sur ces femmes-là et sur ce village-là. Donc en réalité, on n'a pas eu de problématique d'exploitation des femmes, puisqu'on est arrivé en disant, au contraire, on va mieux les rémunérer, on va mieux le faire. Donc sur cette partie-là, on n'a pas eu de difficulté. Après, de la même façon, en fait, cette histoire du village solaire vient dans la suite d'une autre histoire qui avait été précédente, où on avait monté une petite SARL avec 2 femmes marocaines. Et on leur avait acheté des presses, hein, parce qu'en fait, techniquement, pour faire une huile, il faut prendre la noix d'argan, il faut la dépulper, il faut la concasser, c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Donc les femmes cassent la noix qui est dure et elles récupèrent un amandon qui est grand comme un ongle à peu près. Donc, et cet amandon qui est grand comme un ongle a un rendement d'huile aux alentours de 20-25%. Donc ça veut dire que vous imaginez les kilos et les kilos d'amandon qu'il faut avoir pour obtenir 1 litre d'huile. Donc, on avait travaillé avec ces deux femmes qui étaient jeunes, qui sont un tout petit peu moins jeunes maintenant, pour qu'elles créent leur propre entreprise et on leur a offert 2 presses qui leur ont permis de faire la presse. Donc, en fait, on a maîtrisé du début jusqu'à la fin, en réalité, l'approvisionnement. Et ces 2 femmes, aujourd'hui, elles nous vendent, en fait, l'huile, puisqu'elles... On n'a pas voulu fabriquer l'huile en France, on fabrique l'huile au Maroc, c'est-à-dire que la plus grande partie de la valeur ajoutée reste au Maroc, hein, elle n'est pas importée. Il y a beaucoup de choses qui se font où en fait on importe de la valeur ajoutée, mais en fait en réalité là on a laissé la plus grande partie de la valeur ajoutée au Maroc et on importe des cuves d'huile. Et donc ça a permis à la fois d'émanciper les femmes du village, d'aider le village, tout ce qu'on vient de se dire, mais ça a aussi permis à ce que 2 femmes marocaines créent leur entreprise et soient indépendantes et aient une activité économique locale. Donc en fait on n'a pas eu de difficulté. Après, il y a des grandes, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, il y a des grandes multinationales françaises en particulier qui exploitent l'argan au Maroc. Et on n'est pas en fait avec eux. En fait, on est à côté et on fait notre petite vie à nous à côté. Donc, on n'a pas eu de problème. Et pour compléter ce que disait Eric, effectivement, alors une partie de ce que les femmes concassent et rentrent dans cette chaîne, qui est une chaîne maîtrisée du départ jusqu'à la fin, de l'achat de l'argan jusqu'à l'extraction de l'huile. Mais en aval, ce qu'on a fait en plus, c'est d'encourager les femmes à développer de la transformation artisanale. Parce qu'elles n'ont pas, ces femmes n'ont pas la capacité de faire de la transformation de manière qui répondent aux normes pour pouvoir être vendues sur le sol européen. Donc de pouvoir transformer une partie des amandons en huile qu'elles vont presser elles-mêmes. Et donc dans l'espace du village solaire, aujourd'hui, il y a un espace de vente qui existe sur place, et c'est pour ça, c'est toute l'activité d'écotourisme. Donc, en plus de vendre directement à cette personne qui va, elle, extraire l'huile, donc elles retransforment elles-mêmes, elles vendent elles-mêmes leur production sur place. Et donc, ça permet d'augmenter leurs revenus en aval. Merci pour ce panel qui est vraiment passionnant. Je suis secrétaire générale d'une ONG qui s'appelle Make Mothers Matter et on fédère pas mal d'associations, entre autres en Afrique. Donc j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous dites sur l'autonomisation des femmes. J'ai une question malgré tout, alors peut-être qu'il y a encore une vision trop européenne, mais qu'en est-il de l'accès à la propriété des femmes? Parce que ça aussi c'est un vrai sujet. Et même pour tirer des potentiels d'un territoire, est-ce qu'il y a des avancées à ce sujet ou est-ce que c'est encore très difficile? Alors c'est une excellente question parce que effectivement l'accès au foncier est le plus grand facteur de désautonomisation des femmes, ce que j'ai pu le constater d'ailleurs sur le terrain. Dans le cadre de cette enquête, en fait, l'indicateur, si vous voulez, quand on pose la question aux femmes, il y a un certain nombre de choix qu'elles doivent cocher. Donc il n'y a pas que la terre, c'était aussi pour voir leur degré d'accès
à d'autres types de propriétés, notamment est-ce qu'elles possèdent du bétail, est-ce qu'elles possèdent de l'électroménager, est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles ont une propriété quelque part. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que presque toutes, alors là toutes je pense, j'avais affaire à plus de 54 femmes, n'avaient aucun accès à la terre. Elles n'étaient pas propriétaires de leur terre. Ou alors, même quand elles héritaient, eh bien, elles laissaient la propriété à leurs cousins, frères, membres mâles de la famille, voilà, parce que les traditions coutumières font en sorte à ce que ces femmes ne peuvent pas bénéficier, disons, du foncier. C'est un facteur handicapant parce qu'il faut savoir que si on n'a pas la terre, on ne peut pas accéder au financement. Si on va, voilà, on n'a pas l'actif qui va permettre à ces femmes d'aller prendre des crédits à la banque comme font les hommes et de pouvoir par la suite améliorer leur commerce. Je précise que j'avais affaire à une population féminine qui faisait de la transformation et de la commercialisation agricole à partir de matières, premières comme le mil, l'arachide, le bissap, d'autres types de cultures, et qu'en fait, elle les transformait chez elle avec des moyens très artisanaux. Et que l'objectif était de voir, le programme de soutien qu'elles avaient, c'est les aider à améliorer leurs compétences sur la transformation et la commercialisation. Donc cette histoire de propriété foncière demeure un handicap de taille. Comment le résoudre ? Eh bien, écoutez, moi je pense qu'on peut contourner ce sujet de propriété foncière parce que franchement, il est profondément ancré dans les lois coutumières par une autonomisation dans la négociation. C'est-à-dire que parvenir à avoir un revenu en s'améliorant sur un certain nombre de compétences et en faisant en sorte que ce revenu puisse être considéré au sein du ménage, parce que quand la femme arrive à avoir un revenu, c'est direct, elle arrive à accéder à la décision. Une grande partie de la décision au sein de son ménage. Et au fur et à mesure que le revenu augmente, eh bien, elle devient décisionnaire progressivement et effectivement, ça lui permet de s'autonomiser petit à petit. Une autre solution qui a été imaginée, c'est la microfinance. Et ça, vous voyez, internationalement, il y a eu des expériences réussies, d'autres qui n'ont pas marché. Mais dans le village en question, en tout cas, à Sandiara, toutes les femmes avaient un compte dans l'agence de microfinance du coin. Et ce qui est encore plus fabuleux, c'est qu'elles étaient les premières à payer leurs dettes. Ce que me disait le monsieur, c'est que c'est absolument, c'est spectaculaire. Ces femmes-là payent leurs dettes plus que les hommes. Alors, on est sur des montants minimes, hein. On n'est pas sur des millions de francs CFA. Et elles arrivent quand même à les payer à temps. Ça veut dire qu'elles sont conscientes que cet argent-là doit être investi là où il se doit et qu'elles doivent payer, et donc elles sont dans une logique de rentabilité. Maintenant, la propriété foncière restera, à mon avis, tant qu'il n'y a pas des politiques publiques et institutionnelles plus incitatives pour que les femmes puissent accéder à ce droit-là. Merci beaucoup. Merci à tous. On arrive à la fin de notre intervention. On voit ô combien cette thématique de faire émerger le potentiel des territoires en partant des femmes et en le faisant démultiplier à leur famille, à tout le territoire, en mobilisant le patrimoine naturel, le patrimoine humain. La nature est un beau challenge. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur cet exemple concret qui, nous l'espérons, vous inspire à démultiplier ce genre d'initiatives, d'actions locales pour penser global. Merci à tous et bonne suite de forum.